IDFM 98 de la bande FM, au-delà du miroir, chaque lundi et mardi de 21h à 22h, à retrouver sur le site de la radio IDFM ou sur ma chaîne YouTube Joël Vérin. Et c'est parti, donc au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM, IDFM 98.fr sur toute la planète Terre. On retrouve pour la 3 ou 4e ou 5e fois, je sais pas exactement, Rémi Madar. Rémi Madar, bonsoir. Bonsoir Joël. Alors, c'est vraiment sympa d'être venu parce que tu es pratiquement anguinois, mais pas vraiment, tu viens de Saint-Gratien. Tout à côté, oui. Donc, je te remercie d'être avec moi ce soir. C'est la 4e fois qu'on se retrouve. Tu es écrivain. Oui, absolument. Tu vis actuellement dans la région parisienne, donc pas loin d'ici, et après des études de lettres pendant lesquelles tu as passé un diplôme d'études approfondies sur l'œuvre d'Eugène Ionesco. Tu deviens enseignant et tu signes ici ton 7e roman. Voilà, on a le chiffre, c'est le 7e. Le 7e, alors je crois pas être venu 7 fois, peut-être 4 ou 5 fois, effectivement. Ouais. J'étais venu la dernière fois, il y a 1 an et demi, exactement, pour le 6e roman qui s'intitulait Gifle. Et puis, il m'a fallu 1 an et demi pour écrire celui-là, qui s'intitule Une voix, avec un E, pour une voix avec un X. Oui, ça parle de la voix et ça parle aussi de ceux qui ne parlent pas. Oui, exactement, puisque le narrateur ne possède pas de voix, est mutique, et il vit dans l'ombre d'un vieil homme avec qui il entretient une relation très particulière. Je veux pas trop déflorer un petit peu le récit. Et je pense que le lecteur peut tout à fait soupçonner que la relation entre ces deux personnages, c'est une relation de père à fils et de fils à père. Je sais pas comment. Je me demande si c'est son père, on sait pas vraiment. On sait pas vraiment, en tout cas. Ça pourrait l'être. Oui, en tout cas, l'éditeur l'a supposé quand le comité de lecture a fait le retour qu'il m'en a été fait. Ce vieil homme l'aurait eu tard, parce que je veux dire, il y a quand même une sacrée différence d'âge entre les deux. Oui, mais tu donnais quel âge, toi, au narrateur mutique, à peu près? La trentaine. La trentaine, mais le vieil homme, là, il a 75, 80. Eh ben oui, justement. Donc il aurait eu tard, oui. Ouais, avant que ce soit le grand-père, bon, ça c'est pas... Non, oui, ça peut être le grand-père éventuellement, oui, c'est vrai. Oui, parce qu'à un moment du livre, on se rend compte qu'ils se sont rencontrés dans sa jeunesse, dans la jeunesse du jeune homme. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est peut-être quelqu'un de la famille. Mais je voulais pas trop déterminer et fixer quelque chose. Je voulais laisser la possibilité au lecteur d'imaginer les liens qu'il voulait sur les deux personnages, tu vois. J'aime pas trop fixer les choses. Alors, au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu, et l'Évangile selon Jean. C'est les premières, c'est quelques lignes avant le chapitre numéro 1. C'est une citation en exergue. Ouais, j'aime beaucoup cette citation tirée de l'Évangile. Des Évangiles, parce qu'effectivement, il est question dans le livre, je crois que les grandes thématiques du livre, c'est la parole. Et le silence. Et surtout le silence, ouais, tout à fait. Parce que le vieil homme ne parle pas beaucoup aussi, hein. Il ne parle pas beaucoup, ce vieil homme, mais il rit. Il rit beaucoup. Il a atteint une forme, je crois, d'enthousiasme, de sénilité rigolote. Enfin, finalement. Tu trouves ça, toi? De sénilité et de sérénité, ou les deux, tu trouves? C'est ça. Ça t'a fait rire, ça? Bah oui, surtout quand on voit la femme de cet homme-là, qui elle est restée très popote. C'est une sorte de mère juive très tyrannique, qui est tout le temps regardante de ce qu'ils font, qui amène toujours à boire, à manger. Elle a peur qu'il attrape une insolation, elle amène un parasol, et elle est là très envahissante, quoi. Et puis lui, il est finalement très stoïque et il garde son calme dans ce contexte-là, et voilà. Et puis il est bien sur cette terrasse là, ensoleillée. Il passe ses journées sur cette terrasse avec le soleil, le ciel et son jardin. Il est bien là. Non, il dit que le soleil le nourrit. À un moment, je me demandais parce qu'il mange plus tellement, s'il se nourrissait pas de prana. Oui, il y a de ça. J'y ai pensé absolument. Ouais, il se nourrit de lumière et d'oxygène et ça lui suffit. En fait, il a atteint peut-être un degré extrême de simplicité. Et il s'est rendu compte peut-être que pour lui, le bonheur, c'est ça. C'est se nourrir d'une simple contemplation. Peut-être que c'est ça, c'est-à-dire la contemplation, contempler le soleil, le ciel, la personne avec qui il est, avec lui, qui vit dans son ombre. C'est sa canne un peu aussi. Hein. Ça lui sert de canne. Tu trouves un petit peu de béquille, ouais. C'est sa canne, ouais, c'est ça, c'est sa canne et
ils sont bien l'un avec l'autre, hein. D'une certaine façon, ils se complètent. Hein. Et on peut dire que le père est aussi une sorte de mentor pour le jeune homme, qui pourrait être éventuellement son fils, ça dépend comment on lit le texte, parce que il le voit comme tel. En tout cas, il est très admiratif de lui, hein. Et parce que le père, en quelque sorte, n'est plus parasité, phagocyté par ses pensées, et il vit vraiment l'instant pleinement. Il est dans une sorte de vacuité et d'ouverture sur le monde et sur la nature, alors que le jeune homme qui a une trentaine d'années, comme c'est suggéré dans le texte, lui, il est tout le temps parasité par des pensées, par le passé, qui est reconvoqué dans sa tête, dans son esprit, et qui peut pas formuler puisqu'il parle pas. Et qui peut pas formuler. Mais alors au début du roman, ça a pas l'air de le gêner, effectivement. Puis par la suite, on va voir que ça évolue autrement, hein, bien sûr, ça évolue autrement. Mais au début, il est complètement pris en tenaille par ses pensées. Il est complètement envahi par ses pensées, et il voit le vieil homme effectivement comme un personnage susceptible de lui montrer peut-être la voie. Voilà. Ou une voie. On est dans les voies. Il y a que plein de voies. Il y a même la Voie lactée. Ah oui, il y a même la Voie lactée. J'ai pas marqué. La Voie lactée. À la fin, oui. Ben oui, mais c'est encore une histoire de voie, ça. C'est vrai. C'est la voie à suivre quand on veut aller dans les étoiles. Oui. C'est peut-être la voie à suivre, oui, absolument. On s'amuse beaucoup. Oui. Alors justement, le soleil, le vieil homme dit qu'il souffrait tout à l'heure en marchant. C'est vrai qu'il a du mal à se déplacer. C'est pour ça que ce jeune homme qui est à côté, finalement, lui sert un peu de canne. Il dit plus maintenant, le soleil happe les souffrances du monde entier. Encore faut-il le reconnaître, l'apprécier, lui vouer un culte. C'est vrai que quand on est au soleil, un peu plus loin, il dit qu'on se sent comme un enfant. Oui, peut-être parce que le soleil nous apporte un bienfait inestimable dans la chaleur qui émane de lui, et quand on sait l'accueillir et le recevoir, alors on élimine toutes nos scories intérieures, toutes nos pensées parasites, et on ne forme plus peut-être qu'un avec lui, voilà, tout simplement. Et oui, on peut éventuellement redevenir comme un enfant, comme ça a pu être dit un petit peu plus loin dans le texte. Ouais. Oui, parce qu'il dit « J'aime tous les temps », c'est le vieillard qui parle, la pluie, la neige, le vent, les températures basses, le vent aussi. Il faut savoir les apprécier parce qu'ils possèdent tous une beauté particulière. Mais le soleil, il est à part, au-dessus des autres, et tu sais pourquoi ? Il supprime les mauvaises pensées, et à son contact, je suis un enfant. Voilà. Oui, c'est vrai, on est tous des enfants du soleil. Oui, c'est ça. On est des émanations de la nature et des enfants du soleil. On peut dire comme ça, on peut dire les choses comme ça. Ton père est le soleil et ta mère est la lune. Voilà, sur le plan symbolique, c'est ça. Mais c'est aussi un roman qui est, je pense qu'on peut le lire aussi comme ça, au-delà de cette citation que tu viens de citer. Je pense que c'est aussi un roman très symbolique. Oui, on peut aussi se demander où va ce vieillard qui finalement passe des jours au soleil à respirer le prana, avec ce jeune homme à côté qui lui a promis qu'il le quitterait pas, qu'il l'abandonnerait pas. C'est ça. Et c'est très compliqué pour lui parce que c'est une sorte de devoir moral pour lui de tout le temps rester avec lui et de l'accompagner jusqu'à la fin et jusqu'au bout. Sauf qu'à un moment, il y a l'intrigue du roman qui apparaît. C'est-à-dire qu'ils vont pas toujours rester dans cette maison et au-dessus sur cette terrasse ensoleillée avec cette femme qui est assez inquisitrice. C'est qu'à un moment le lecteur apprend qu'il est question d'un vol de nuit et que le vieil homme et le jeune homme ont prévu de s'en aller, de se séparer de cette maison, de se séparer de cette femme aussi et de partir ailleurs. Alors effectivement, ce voyage-là, comme diraient les francs-maçons, c'est peut-être pour ce vieil homme-là l'ultime initiation. Peut-être que c'est un voyage. Effectivement, c'est présenté comme étant un voyage définitif pour lui, sans retour. Et ils vont partir d'ailleurs. Là, on s'achemine vers la fin du chapitre 1. Ils vont partir. Ça va être des adieux déchirants avec la femme. Hein. Au début, elle hystérise complètement, quoi. Elle comprend pas. Elle veut appeler l'hôpital psychiatrique. C'est pas possible. Et puis petit à petit, au fil de la discussion, eh bien, elle va se calmer et puis ils vont réussir à se séparer de façon, je crois, j'ai essayé de le restituer humblement comme ça, de façon très poignante. Oui, dans l'amour. C'est ça, dans l'amour. Oui.
dans l'amour, et puis la compréhension et peut-être l'acceptation aussi, voilà. Et les deux hommes vont quitter cette maison. Et je crois qu'effectivement, j'ai parlé d'ultime initiation en faisant une référence maçonnique précédemment. Je crois qu'effectivement, ce voyage, c'est le dernier voyage. C'est une sorte de sas ou d'antichambre avant la disparition de ce vieil homme. Enfin, j'ai voulu amener le lecteur peut-être à considérer que c'était ça. Oui, mais même si on n'est pas franc-maçon, je peux dire, on aura tous un dernier voyage. Hein, c'est pas réservé aux francs-maçons. Bien sûr. L'initiation. Alors, il y a aussi, avant qu'il quitte cette grande maison, hein, parce qu'on s'imagine que c'est une grande maison. Il y a le fait qu'il y a un ami à lui à qui il a demandé de venir lui dire bonsoir, qui vient en se plaignant d'un problème qu'on n'évoquera pas, mais qui finalement reporte le problème, claque la porte en reportant le problème avant de partir, c'est-à-dire qui a ce problème qui vient déposer devant le vieil homme, et non seulement il résout pas, mais il remet le même problème sur la table. C'est ça. Cet ami, il s'appelle Saint-Veur dans le texte, dans le roman, et il se fâche avec les deux hommes, le vieil homme et le jeune homme, et alors qu'il il est très attaché à ce vieil homme et à ce jeune homme, et il n'arrive pas à dépasser ce problème et à le résoudre. Et effectivement, il claque en claquant la porte, mais ce qui est intéressant, c'est que le vieil homme ne se départit pas de son calme et de sa sérénité, et il lui en veut pas du tout, quoi. Il est pas, c'est ce que je dis à un moment, enfin, c'est ce que le narrateur plutôt dit dans le texte, c'est-à-dire que ce vieil homme a dépassé la dualité du bien et du mal, il est au-delà, il a transcendé ça. C'est-à-dire qu'il a vraiment, je crois, atteint une forme de sagesse. Et il est pas dans l'adversité, hein, dans les deux camps. Il arrive en tout cas à s'extraire de ça. Il n'a pas toujours été comme ça. Non, il n'a pas toujours été comme ça, parce qu'on évoque son passé qui était très douloureux et très compliqué. Mais justement, ce que le narrateur justement tente à expliquer, à dire plutôt, c'est que c'est parce qu'il est passé par toutes ces épreuves et ces souffrances, ces obstacles, ces difficultés, c'est grâce à ça qu'il est arrivé aussi à cette sénilité drôle, comment tu disais, voilà, c'est ça, cette sérénité là. Cette sénilité, mais bon, en tous les cas, on ne sait pas quelles épreuves il a subies. On pense qu'à un moment, enfin, c'est le jeune homme qui pense qu'il a été dans un état de grâce, qu'il a la grâce avec lui, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas dans le livre, c'est pas donné le moment où il a perdu parce qu'il est devenu vraiment différent. Hein. En fait, il y a quelques indices, parce que la dame qui vit avec eux, qui est sans doute sa femme, je pense qu'on devine évidemment. Elle dit que ça fait 6, 7, 8 mois qu'il est comme ça, et elle comprend pas. Elle voudrait retrouver l'homme qu'il y avait avant, donc elle comprend pas cette transformation. À un moment, le vieil homme lui dit oui, mais on reste pas toujours le même. Et il y a un moment où on peut aspirer à voir la vie autrement. Et effectivement, je pense que c'est dans le roman, c'est relativement récent, cette transformation de cet homme. Mais on n'a pas le pourquoi de la cause. Non, on n'a pas le pourquoi de cette transformation. Mais la femme lui dit, attends, moi j'ai épousé il y a, je sais plus, 50 ans, je crois 50 ans. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai épousé un homme et c'est pas le même. Elle dit, moi je veux celui que d'avant. Voilà, c'est ça. Elle voudrait retrouver l'homme elle a dit à un moment, j'ai signé pour cet homme-là, c'est ça je crois, hein, ouais, c'est ça, ouais. J'ai signé pour cet homme-là, et je veux retrouver absolument cet homme-là, et je veux pas du tout, je comprends pas cette transformation que tu as subie. Et puis lui garde toujours son calme, hein, se départit pas de ce calme-là, et il lui dit voilà, oui, j'ai changé, mais qui ne change pas, qui ne se transforme pas. On n'est pas les mêmes, nous. T'étais pas la même il y a 10 ans, moi j'étais pas le même du tout il y a 10 ans. Il y a même par rapport à l'année dernière. Voilà. Et puis lui, effectivement, il arrive à la fin de sa vie, et parce qu'il arrive à la fin de sa vie, eh bien, ça a occasionné une transformation intérieure, ouais. Oui, puis il s'éblouit du soleil, des fleurs, des plantes, du moment présent. Ouais. Je me disais tout à l'heure, en marchant, qu'en vieillissant, on a tendance à marcher plus lentement. Parce qu'on n'est pas pressé d'atteindre le but, peut-être. Et dans ton livre, après, il y avait le passage où le jeune homme se retrouve dehors et dans une foule compacte qui le presse, qui l'oblige à courir, etc. Ah oui, c'est quand il commence sa voie. Il commence à. Et c'est vrai que c'est compliqué pour lui. Voilà, quand il. Oui, parce que quand on est la canne de quelqu'un, finalement, c'est pas nous qui définissons le chemin. Exactement. Donc effectivement, quand je dis qu'il vit dans l'ombre,
c'est qu'il vit pas encore sa vie, c'est qu'il a pas encore tracé un sillon sur lequel il est, et qu'il faut attendre les 2/3 du roman, je crois, grosso modo, pour qu'il puisse cheminer seul. Et c'est grâce d'ailleurs dans le roman, c'est grâce à ce vieil homme-là qu'il émancipe. Parce que c'est pas lui qui prend l'initiative de cheminer. Non, il peut pas, puisqu'il a donné sa parole. Oui, il peut pas. Il a fait une promesse. Et parce qu'après, ils arrivent dans ce pays dont le nom n'est pas révélé. Ils sont confinés dans une chambre d'hôtel plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et il a envie. Hein, il manifeste très clairement son envie de partir parce qu'il en peut plus. Il est comme un lion en cage à un moment, voilà. Et à un moment, c'est le vieil homme qui l'émancipe et qui lui dit il est temps, c'est le moment opportun. Tu peux y aller. Et juste avant de partir, il lui donne une enveloppe à l'intérieur de laquelle il y a une lettre pour lui qu'il découvrira par la suite. Et puis c'est à ce moment-là qu'il sort de l'hôtel. À nouveau, le soleil l'éblouit. Voilà, il est très ébloui par le soleil parce qu'il l'a pas vu depuis très longtemps. Et puis il a une sorte de moment d'étourdissement juste avant de commencer à marcher. Et puis le début du chemin, c'est une foule compacte. Oui, c'est vrai. Je me suis dit qu'il était en Inde. Ah, ça t'a fait penser à ça. Oui, avec les mendiants, tous les coins voilà, de rue, c'est ça. Ouais. C'est clair. Donc ça commence difficilement, effectivement, cette première étape du chemin. Ouais, ça commence difficilement. Enfin, il peut être n'importe où, hein, c'est pas cité. Oui, c'est pas cité. Ouais. C'est pas cité. C'est vrai que dans la plupart de mes romans, je ne définis pas un lieu précis, une date précise. Encore une fois, je laisse le lecteur s'investir par lui-même avec les projections qu'il a dans le lieu et imaginer ce qu'il a envie d'imaginer par rapport à la description, en fait. D'accord, on va faire une petite pause musicale et on va se retrouver tout de suite après sur l'antenne d'IDFM. C'est toi qui as choisi la pause. La ville s'endormait de Jacques Brel sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, avec Rémi Madar. Pourquoi cette chanson et pas une autre, Rémi Madar? J'étais sûr que tu allais me poser cette question. Parce que en fait, c'est une chanson, je crois que c'est peut-être la chanson de Brel que j'aime le plus. Voilà. Et puis il l'a écrite à la fin de sa vie, juste avant sa mort. C'est tiré de son album Les Marquises. Et puis c'est une chanson qui met en scène son propre déclin. Voilà, il se sentait partir et puis il l'a mis en scène au travers d'un chevalier errant qui est fatigué. Et voilà, et c'est une chanson en plus que j'ai la chance d'étudier avec mes étudiants à l'université de Cergy-Pontoise en 2e année de LEA, puisqu'on travaille sur les figures de rhétorique dans les slogans publicitaires, dans les articles de presse, dans la chanson et dans la poésie, pour montrer comment la figure de style est utilisée et comment elle est utilisée dans les différents genres, en fait. Ouais, son dernier disque, c'était Les Marquises. Oui, c'est ça. Elle vient des Marquises, ça. C'est comme Orly, qui vient des Marquises aussi, que j'aime beaucoup. La vie ne fait pas de cadeaux. Tu te souviens? Oui, je l'avais écouté, Les Marquises. J'avais ma grand-mère qui était chez moi et elle me regardait bizarrement en se demandant si je le mettais pour elle. Parce que franchement, c'est toujours des chansons qui sont proches de la mort. On est clair. Oui. C'est des messages subliminaux. Il avait 48 ans, il est mort à 49, donc c'est vraiment... Il est mort jeune, ouais. Mais pour moi, c'est un album super poignant, quoi, super touchant. Ouais. C'est très beau. Oui. Donc on repart sur une voix VOI pour une voix VOIX de Rémi Madar ici présent. Et donc on reparle un peu de ce qu'il y avait en début d'émission. C'est l'histoire de deux hommes, un homme âgé qui va partir. On le sent de toute façon qu'il va partir. Oui. On n'a pas envie qu'il parte quelque part. Moi, je sais que... Tu veux dire que tu t'es attaché à lui, c'est ça? J'ai pas envie qu'il parte parce qu'en même temps, il y a des moments, il reprend un peu du poil de la bête. Il a moins de mal à marcher. Il engueule sa femme, il parle à sa femme dans la cuisine. Donc on a l'impression que finalement, mais c'est toute l'histoire du monde finalement. Oui, parce que il a des moments de joie et de sursaut qui montrent qu'il a encore une certaine vitalité. Et puis à d'autres moments, il est beaucoup plus fatigué, il est beaucoup plus éteint. Mais ce qui est intéressant, c'est que je crois que malgré ses éteints, il garde un état d'esprit très rayonnant et très positif.
quand même, quelle que soit la situation, et il a une humeur très égale. Et je pense que c'est un homme dans le roman que je décris comme ayant des qualités sûres et certaines. Par exemple, pour n'en citer qu'une dans le chapitre 1, une extrême générosité, un don de soi. Hein, il y a un moment, il y a une sorte de mendiant qui vient sonner à la porte, au portail, quoi. Et puis il y va doucement avec le jeune homme qui l'accompagne, et puis le mendiant demande une bouteille d'eau. Alors il lui donne une bouteille d'eau fraîche, et puis après le mendiant demande gentiment une pièce pour pouvoir manger, et puis il sort de sa poche une liasse de billets, et puis il lui donne cette liasse de billets en lui disant: mais vous inquiétez pas, de toute façon il y en a plein des liasses à la maison, tenez, c'est pour vous. Puis, et il l'appelle l'ami. Il l'appelle l'ami, oui, tout à fait. Il l'appelle l'ami, il lui donne cette liasse de billets, et puis forcément, le mendiant, il en revient pas. Il en revient pas du tout, et il repart complètement, le mendiant, éberlué, n'en croyant pas ses yeux. Alors moi, j'aurais poussé plus loin, parce que quelque temps avant, il y avait sa femme qui se plaignait de faire de la bouffe, qui partait à la poubelle. Je m'étais dit, il va peut-être l'inviter. Mais non, t'as pas été jusqu'à là. En fait, il aurait pu l'inviter, mais il l'a pas fait parce qu'il y avait cette histoire de vol de nuit, et qu'il n'avait pas vraiment le temps à ce moment-là de l'histoire de l'inviter. Donc, il lui a offert de son temps, de son écoute, de son énergie, de son argent. Donc, il a vraiment fait preuve de don et d'une extrême patience à son égard. Et puis il attendait rien en retour. Je crois que c'est un homme qui n'attend absolument rien en retour. Et puis voilà, quoi, en fait. Et puis après, il est reparti. Et puis il y a eu Saint-Veur qui est venu, mais on en a parlé tout à l'heure. Et puis il y a la séparation ensuite, ce vol de nuit. Et puis ils arrivent dans cette chambre d'hôtel après. Voilà. Mais aussi le passage avec les enfants qui arrivent comme une volée de tourneaux. Oui, c'est ça, les enfants. Ces enfants qui sont très proches de lui, même s'ils lui disent la vérité, c'est-à-dire qu'il est vieux, il a une tête de vieux, mais oui, parce qu'à un moment, il y a un enfant qui lui dit: allez, fais une grimace, fais-nous rire, quoi. Ouais, t'as une tête de vieux, mais ça nous fait rire, quoi. C'est ça. Ouais. Et effectivement, il a une superbe complicité avec les enfants, parce qu'en fait, lui, il est resté enfant, d'une certaine façon, de par son extrême simplicité et son ouverture à 360 degrés, il est complètement resté enfant. Et voilà, en fait. C'est ce qui va le sauver, d'ailleurs, mais on dira pas pourquoi. C'est ce qui va le sauver, c'est-à-dire? C'est quand il rencontre les enfants à la fin. Ah, tu parles du jeune homme. Oui. C'est ça. D'accord. Oui. Il faut pas. Oui, tout à fait. Ouais, tu faisais référence à la fin du roman. C'est ce qui va le sauver. Mais le jeune homme aussi, c'est un gamin. Oui, absolument. Les deux sont des enfants. Mais il y en a un qui est un grand enfant et l'autre c'était peut-être un petit enfant. Tu vois, c'est-à-dire le grand enfant qui a atteint une forme de sagesse, et puis le jeune homme qui vit dans l'ombre, c'est un petit enfant. Tu vois, peut-être, je sais pas, il y a peut-être une dissociation entre les deux à faire. En tout cas, ils ont cette point commun, ils ont cette innocence, ce côté enfant l'un et l'autre. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Il y a aussi la peur dans le livre, parce qu'à un moment ils sont dans l'avion et tu écris d'où vient cette croyance farfelue qu'en restant éveillé, je pourrais par le seul pouvoir de mon esprit reprendre le contrôle de l'appareil s'il était en danger. T'aimes pas prendre l'avion? Ça c'est un narrateur, c'est pas forcément. Mais non, moi j'aime pas aussi. Oui, c'est clair, c'est toi. Non, mais j'extériorise des choses aussi. Je pense que quand on écrit, on met en scène des fantômes, quoi, qui nous sont propres, quoi. Oui, j'aime pas. Ouais. Mais en fait, ce jeune homme là, il est plein de peur aussi. Hein. Il exprime ses peurs, il exprime ses angoisses. Mais au contact de ce vieil homme là, ça l'apaise quand même pas mal, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est ce vieil homme qui guide sa vie et qui atténue pas mal de ses peurs. Voilà. Et d'ailleurs, il va y avoir une grosse zone de turbulence. Ouais. Et bizarrement, le narrateur va pas avoir peur. C'est un autre passager qui est assis à côté d'eux qui va avoir une peur bleue, ainsi que beaucoup d'autres passagers qui sont dans l'avion. Voilà. Là, c'est pendant le vol de nuit, là, justement, que tout ça se passe. Donc, effectivement, le narrateur vit vraiment dans l'ombre, et puis il est en quelque sorte. C'est un observateur. Le narrateur, c'est un observateur. Oui, c'est un observateur. C'est lui qui écrit le livre. Oui.
Mais c'est un observateur qui rend hommage à ce vieil homme aussi, qui en parle beaucoup. Et qui aimerait bien être comme lui. Et qui aimerait bien être comme lui, qui aimerait bien lui ressembler, et jusqu'au moment où il va cheminer seul. Alors dans quelle mesure, dans le chapitre 3, on ne sait pas dans quelle mesure il va pouvoir s'inscrire lui dans ce chemin et prendre son envol par lui-même et pour lui-même et se détacher du vieil homme, ça viendra, je pense, ça viendra par la suite, quoi, ce détachement-là. Quand il quittera cette chambre d'hôtel, quand il quittera cet hôtel pour voler de ses propres ailes, pour cheminer en fait, pour faire un cheminement personnel. En fait, mais ce qui est quand même bizarre, c'est que à certains moments, il a des flashbacks quand même sur sa propre vie, c'est-à-dire il a des le narrateur. Oui, ouais. Des mémoires qui reviennent. Alors on se dit qu'on va peut-être trouver le pourquoi de son aphonie. C'est pas qu'il est aphone, il a une voix, mais il veut pas parler. Il a un problème. C'est dit à la fin du livre, hein, qu'en vérité, il était intelligent et tout, mais qu'il parlait pas. Oui. Je crois que le personnage ne s'interroge pas sur ce pourquoi, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans les 2 tiers du roman. Et quand il commence, à partir du moment où il commence à cheminer tout seul, alors des questions commencent à germer en lui-même. Alors il commence à s'interroger sur cette nécessité qu'il y a à parler, et il prend conscience que grâce à cette voix, il va véritablement entrer dans l'humanité. Comme si avant il n'y était pas vraiment dans l'humanité, parce qu'il vivait trop dans l'ombre de ce vieil homme. Et c'est grâce à ce cheminement-là, et grâce aux rencontres qui vont jalonner ce chemin, que son interrogation va peut-être prendre de l'essor. Et voilà, je vais mettre des points de suspension après parce que. Oui, on peut se demander s'il a pas eu peur de parler, parce qu'à un moment dans le livre, il dit que petit, il avait peur d'un monsieur qui bégayait. Oui, d'ailleurs qu'il retrouve dans le chapitre 3, ouais. Bon, il y a toute une réflexion sur la parole, quoi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire le fait d'avoir vu quelqu'un qui sait pas parler, c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'il a pas. C'est vrai que ça l'a peut-être traumatisé. Ouais. Ça l'a peut-être traumatisé. Mais moi, vous savez, même en tant qu'auteur, j'ai pas toutes les réponses. Non, mais nous non plus, on les a pas. Mais en tout cas, il y a un problème de cet ordre-là, et je voudrais pas encore une fois trop circonscrire ou définir une quelconque réponse, parce que c'est peut-être aussi au lecteur à se forger une propre opinion et une propre réponse sur le pourquoi, comme tu viens de le faire là, par exemple. Ouais. C'est peut-être parce qu'il a vu un personnage bégayer qui l'a tétanisé, qui l'a effrayé, que ça a engendré chez lui une forme d'aphasie ou de non-voix, VOX, voilà, d'absence de voix. Oui, puis il est question du silence aussi, puis du fait qu'on parle pour ne rien dire. Oui. Alors peut-être que parce qu'on parle pour ne rien dire, vaut mieux se taire. C'est ce que je disais à mes élèves aujourd'hui. Certains connaissaient pas en première générale, ils connaissaient pas l'adage la parole est d'argent, le silence est d'or. Ouais. Certains connaissaient pas, ouais. Donc on a profité pour un petit peu commenter. Alors vas-y, commente. Non, mais par exemple, il y avait des élèves qui bavardaient, qui faisaient tout à fait autre chose que d'écouter à un moment, et je leur disais, mais la parole, c'est important, c'est d'argent, il faut la sacraliser, la parole. Quand quelqu'un parle, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, il faut vraiment l'écouter pleinement, quoi. Et accueillir ce qui se dit, sans juger. Voilà. Et puis, je leur ai dit, le silence, s'il est d'or, c'est qu'il est un cran au-dessus, quoi, selon ce proverbe, et que vraiment, garder le silence, c'est une grande vertu. Et si on arrive à garder ce silence, en gardant son propre brouhaha intérieur, et à se taire déjà, et pour accueillir ce que disent les autres, c'est déjà fort, quoi. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien, quoi. Ah non, c'est pas facile, hein. Bah oui, parce que s'il y en a un qui parle, je veux que l'autre écoute, donc ils sont dans le silence, mais si tous les deux se taisent, alors là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui arrive dans le roman, hein. Oui, c'est ce qui se passe. Ils ont des grands moments Oui. Mais les plus beaux moments qu'on a vécu dans sa vie, c'est quand on disait rien. On est tous d'accord. Hein. Mais parce que ce vieil homme, il parle pas beaucoup non plus. Il parle pas beaucoup parce que ça passe à travers des mots. Les mots, ils sont pas vraiment là pour. On n'a pas besoin des mots quand on est vraiment bien avec quelqu'un. On n'a pas besoin des mots. Oui, c'est vrai. On n'a pas besoin des mots quand on est bien avec quelqu'un ou quand on est bien devant un paysage qui nous immerge de bonheur. On est extrêmement bien avec lui. On est en fusion avec ce paysage ou cette personne, et il n'y a pas besoin de parler, quoi. C'est évident. C'est simple et évident.
Et alors, ce vieil homme aussi, il a une faculté, c'est que il arrive à lire dans les pensées, dans l'esprit de ce jeune homme. C'est normal puisqu'il parle pas. Il faut bien qu'il sache quelque part. Il lit dans ses pensées parce que c'est la seule manière pour lui de communiquer avec lui. Oui. Ouais, il a développé cette faculté-là, cette faculté à pouvoir de télépathie en quelque sorte, on pourrait dire ça comme ça, je sais pas, faculté à pouvoir décrypter dans l'esprit du jeune homme ses propres pensées. Et il arrive à ça. Et d'ailleurs, le jeune homme est très surpris de cette faculté hors norme, en quelque sorte, que ce vieil homme a. Et ça place encore plus ce jeune homme sur un très haut plan, aux yeux du narrateur mutique, c'est vrai. On va revenir sur la femme là qui a été abandonnée. Ouais. Et donc le jeune homme il pense, parce que s'il parle pas, il pense quand même. Oui, il pense beaucoup trop. Et il dit, elle, je ne l'imagine pas heureuse. Elle est déprimée, elle mangera 3 fois rien, se laissera dépérir. Et un jour, elle ne sera plus et sa demeure sera alors un musée sans plus personne pour la visiter, sauf moi, qui en cet instant déambule dans cette maison abandonnée. Qu'est-ce que je vois? Des photographies accrochées au mur. Qu'est-ce que je sens? L'odeur rance du passé. Là, mon regard tombe sur une photographie de l'homme et de la femme en tenue de gala, elle miraculeusement belle et jeune, parée d'une robe scintillante, lui sûr de son charme, dragueur, invétéré, portant un costume à la mode de l'époque, et puis une galerie de photos sur un pan de mur attire mon attention, des clichés de mariage, de baptême, de familles en liesse, une ère révolue. Pourquoi n'a-t-on jamais pris en photo les blessures, les failles? Ça plus ça, je sens que on n'a pas besoin d'en dire plus. On prend rarement des photos d'enterrement. Des gens qui étaient présents, qui étaient encore vivants. On devrait ou pas? On devrait, pourquoi pas? Pourquoi on prend pas, des photos oui. de baptême. Mais c'est vrai que c'est rare qu'il y ait des photos dans les églises de gens... enfin, à part les enterrements de célébrités, n'est-ce pas? Comme on a vu récemment. Mais voilà, parce qu'on se montre. Mais on montre pas sa douleur, on se montre. Mais on prend des mariages, on prend des baptêmes, on prend des communions, on prend tout un tas de trucs. Et au moment où on est là à accompagner quelqu'un, on prend pas. Parce que c'est pas dans le vivant, mais on a tort parce que c'est peut-être un hommage à la personne qui n'est plus aussi, non? Une photo hommage, mais en tout cas ce que ça m'a ému ce que t'as lu. C'est vrai que dans les vieilles maisons comme ça, il y a des photos. Oui. On a tous vécu ça. C'est plutôt à la fin du roman, ça, c'est des relents du passé qui remontent à la surface dans l'esprit du narrateur mutique. Parce qu'effectivement, cheminer, ça veut dire aussi être accompagné peut-être par son passé et réussir peut-être petit à petit à le distancier, ce passé, tu vois. Ça veut dire ruminer aussi. Ruminer, oui, tout à fait. Ouais. Il rumine un moment ce passé. Quand il est sur ce chemin seul, il se passé de temps en temps, de façon épisodique, qui remonte un petit peu en lui-même. Hein. Alors, une histoire d'amour, il y en a dans ce livre, Une voix pour une voix de Rémi Madar. C'est une belle histoire qui a duré 50 ans. Mais, comme dirait Metsuko, les histoires d'amour, c'est pas toujours mal. On est toujours sur l'antenne d'IDFM. Ouais. Non, ça se termine pas mal dans ce livre, mais c'est une histoire qui a duré 50 ans. Oui, c'est une histoire qui a duré 50 ans, et puis à un moment, il faut bien se dire au revoir, et ils se disent au revoir. La mort déjà nous sépare. Oui, c'est ça. Donc, il a préféré partir. Peut-être il a protégé sa femme aussi. Oui. Il a protégé sa femme pour pas qu'elle soit au contact du déclin final, de l'agonie, et de tout ce que ça implique. Ouais, de la sénilité qui n'est pas drôle, parce que là, c'est une sénilité qui est maîtrisée, qui est drôle, qui est hilarante. Ouais, maman lui dit, on va appeler un médecin, ça doit être quand même, il doit bien avoir des médicaments pour t'empêcher de rire comme ça. Oui, parce qu'en fait, cet homme-là, il est dehors, il fait beau, il y a le ciel bleu, il va applaudir et rire. Un enfant. Comme un enfant, pour congratuler et féliciter la nature de lui offrir un si beau présent. Voilà. Et parfois, à un moment, elle était en train de faire des mots croisés ou je sais pas quoi, et puis il a applaudi, il a ri. Et elle lui a demandé pourquoi, et il lui a dit tout simplement qu'il était heureux qu'elle soit là, et que le jeune homme soit là, et que fallait pas qu'on trouve forcément un prétexte pour applaudir et pour être heureux. Non, en fait, mais c'est ça l'idée. C'est un livre sur la vieillesse, c'est un livre sur ce que t'as accompagné des personnes âgées. Non.
Non. Pas accompagné, non. Mais j'ai observé beaucoup des personnes âgées. Puis je pense qu'un auteur... Il y a un moment, voilà, il s'abandonne, c'est-à-dire... Et puis, il y a cette phrase aussi, l'émancipation est définitive, on ne revient plus dans le giron, cela n'aurait aucun sens. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un certain moment, on n'a pas envie de revenir dans le giron maternel, c'est-à-dire on n'a plus envie de revenir en arrière, mais on accepte d'aller de l'avant. C'est ça. C'est ce que fait le narrateur dans le chapitre 3, quoi. Il va de l'avant, quoi. Et puis il traverse la foule, et puis il arrive dans un lieu où la nature est omniprésente, devant un lac. Pas loin d'ici d'ailleurs, Joël. Devant un lac. Le lac d'Enghien. Et puis il rencontre ce vieil homme qu'il a connu quand il était enfant. Peut-être est-ce le lac d'Enghien ou un autre lac, j'en ai connu des lacs. Le lac de Garde, par exemple. Et puis il rencontre ce vieil homme qu'il avait rencontré lorsqu'il était enfant, ce vieil homme qui bégaye et qui était abandonné par ses enfants. Et ce vieil homme lui dit, en bégayant, bien évidemment, puisqu'il y a tout un dialogue où on se rend compte que ce vieil homme bégaye, eh bien, il lui dit qu'il a trouvé dans ce lieu-là, il a loué une chambre d'hôtel et puis qui donne sur le lac, avec vue sur le lac, et il lui dit que il passe son temps à contempler le lac, à se promener et qu'il est heureux comme ça et qu'il a fait d'une certaine façon le deuil de ses enfants et qu'il est heureux à être seul dans cette nature-là. Et peut-être que cette première rencontre-là, une rencontre peut-être fondatrice, peut-être que cette première rencontre-là est une façon pour le narrateur mutique de se réconcilier en partie avec son passé. Parce que c'est un homme qui, enfant, le tétanisait. Et finalement, au terme de cet échange avec cet homme-là, eh ben, il se rend compte que cet homme est plein de sympathie. Il a beaucoup de sympathie pour lui, et beaucoup de sympathie et d'empathie pour lui. Et il le quitte avec cette idée de réconciliation. Et avec cet homme et avec son passé. Et peut-être que c'était une étape pour lui, pour continuer ce chemin, pour continuer à cheminer, peut-être pour trouver sa voie, VOX sur cette voie. Et voilà. Non, mais surtout qu'il comprend plein de choses de lui, parce qu'à un moment, le monsieur lui dit, bon, tu ne me dis toujours rien, pourquoi ce silence, tu ne me parles jamais, et donc, en bégayant, et le narrateur dit, je hausse les épaules, cette question m'embarrasse, mais j'emprunte un visage avenant, souriant, à défaut de pouvoir vraiment imprimer la joie en moi. Au lieu de regarder le problème en face, j'esquive à chaque fois ne me sentant pas en mesure de pourquoi je ne parle pas. Je dialogue avec moi-même sans parvenir à communiquer avec les autres. Pourquoi? Point d'interrogation. L'interrogation retentit si fort qu'elle m'ébranle. Est-ce que mon interlocuteur perçoit mon malaise intérieur? Je n'en sais rien, mais il n'insiste pas. Donc c'est là qu'il perçoit qu'il n'arrive pas, qu'il entend son dialogue intérieur, mais qu'il n'arrive pas à communiquer avec les autres. C'est une première réalisation, peut-être. L'idée de cette perception de ce dialogue intérieur. Et puis la première question qui est posée, c'est pourquoi. Voilà, il s'est jamais posé avant. Mais je crois qu'il y avait la nécessité de cheminer pour se poser des questions. Et cette première question, effectivement, c'est pourquoi. Puis après, il va rencontrer, par la suite, il va continuer à cheminer, et puis il va découvrir la nature, parce qu'il l'avait pas vraiment découverte, au contact de ce vieil homme au début du roman qu'il a quitté. Et il va avoir des moments d'enthousiasme et des moments d'inquiétude au contact de cette nature, parce que cette nature aussi est un révélateur de cette voix VOX qui est en lui. Hein. Donc il y a tout un travail intérieur qui va s'effectuer grâce au contact avec cette nature. Et puis, je crois qu'un des derniers personnages qu'il va rencontrer, ce sont des enfants qui s'amusent dans un bois. Et ces enfants vont aussi le questionner sur cette absence de voix qu'il a. Et ça va réengendrer chez lui un questionnement de pourquoi, de comment, pourquoi il n'a pas de voix, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie. Et puis ces enfants vont au départ, tu t'en souviens, vont lui interdire l'accès à la partie du bois dans laquelle ils sont. Il n'a pas le droit d'aller plus loin. Il doit retourner sur ses pas, et en plus, voilà. Il venait de traverser un truc assez horrible. Et puis finalement, ils vont le laisser passer, quoi. Ils vont le laisser passer parce qu'ils considèrent que c'est quelqu'un d'extrêmement atypique.
Et ils vont considérer, ces enfants-là, que malgré sa trentaine, il a encore l'enfant en lui. Et ils vont l'identifier comme un des leurs, d'une certaine façon. Tu vois ce que je veux dire? Comme un des leurs, encore comme un enfant. Et comme ils vont l'identifier comme un des leurs, ils vont le laisser passer. Et c'est là où il va s'arrêter dans une sorte de clairière et dormir. Puis je t'en parlais en début de... Et découvrir la Voie lactée. Et voilà, d'avoir le ciel face à soi et de découvrir la Voie lactée. Et là, ça va être une autre révélation, encore une fois. Un état de grâce. Un état de grâce, effectivement. Et puis au réveil, et ben là, on arrive quasiment à la fin du bouquin. Mais on le racontera pas. On racontera pas? Non. D'accord. Non, on racontera pas. On va se taire. Oui. On va rester dans le silence. D'accord. Qu'est-ce qui peut bien arriver quand on part dans la Voie lactée? Ça, les auditeurs, les auditrices peuvent se poser la question. On a tous été devant des cieux, enfin devant un ciel complètement tout petit, rien du tout, et en même temps immense, quoi. Je veux dire, la Voie lactée, c'est pas n'importe quoi. C'est la voie du lait, de la femme. C'est quand on plonge dans la Voie lactée. C'est un peu absolu, c'est ça? Voilà. Tout à l'heure, on disait qu'on ne pouvait pas retourner dans le giron maternel, mais la Voie lactée, c'est tout à fait ça. Oui, c'est vrai aussi. Ça fait écho à ça, ça fait référence à ça. Mais je pense que, du moins, le personnage, lorsqu'il est devant cette Voie lactée, il y a même une histoire d'étoile filante à un moment, je crois aussi. Je crois que quand il est devant ce ciel, là, criblé d'astres, la Voie lactée, l'étoile filante, je pense qu'il s'oublie complètement. Ils se font complètement. Et puis, il y a plus de dualité, c'est-à-dire qu'il y a plus de jeu, JE, et il y a plus de quelque chose qui est extérieur à ce jeu. Il est dans une totale et absolue contemplation. Et peut-être que dans ces moments-là assez particuliers, on ne forme plus qu'un. Oui, mais c'est pas la fin du livre, il y a encore quelque chose après, et ça on va peut-être pas le dire, parce non, que les gens le lisent éventuellement. Il faut que, qu'est-ce qui pourrait bien arriver après? Il y a quand même Alors, il y a plein de voies. Il y a plein de voies possibles. En tout cas, on peut dire simplement que c'est une fin, je crois, ouverte. Non. Une fin ouverte. Je crois que on peut la qualifier comme ça ou la caractériser comme ça. Surtout qu'on n'en donne pas la fin, donc elle est encore plus ouverte. On est juste resté à la Voie lactée. C'est ça. Alors, c'est pas la fin du livre. Ce livre, il est un petit peu présenté lors d'une dédicace dimanche dernier. J'ai fait une dédicace dans un Cultura à la Défense, au Cultura de la Défense, voilà. Donc c'est un livre. J'ai pu en parler avec. Il est récent, ce livre. Oui, je l'ai sorti il y a 2 ou 3 semaines, je crois. C'est très récent, c'est ça. Et puis il y aura, je pense que l'éditeur va me proposer, m'a téléphoné pour faire le point sur la dédicace. Et il est question qu'il m'en propose quelques autres, soit en décembre, soit en janvier, etc. C'est une façon un petit peu de faire vivre le livre. Et donc on peut te retrouver où? Une voix pour une voix. Rémi Madar, c'est aux éditions Mon Petit Éditeur. Voilà. On peut me trouver dans toutes les librairies, à la si Fnac. On veut te retrouver à une dédicace à Cultura, je sais qu'il est en rayon à Cultura, dans quelques Fnac aussi. Mais sur Facebook peut-être. Si on veut te retrouver pour une dédicace à une page pour le livre ou j'ai pas une page en particulier, non. J'ai pas une page en particulier, mais je transmets en règle générale. Je transmets, oui, sur ma page Facebook, oui. Bon, je peux donner peut-être les références. Ben oui. Oui. REM, R-E-M, et espace MAD, M-A-D. Voilà. REM, espace MAD. Donc, c'est là où je publie, où j'édite lorsque j'annonce une dédicace. Voilà. Après, je sais que l'éditeur aussi fait une promotion pour annoncer ça de son côté. Mais c'est bien aussi de l'annoncer par cette voie-là, exactement. Ouais. Tu seras plus à la librairie de Saint-Gratien, je crois qu'elle a fermé. Alors, elle a fermé, elle ouvre demain. Elle réouvre. Alors, elle a été rachetée par le Grand Cercle Majuscule d'Éragny. Ah, bah, c'est génial. Et elle est tenue par un ami à moi qui s'appelle Yves. T'étais venu d'ailleurs à une des dédicaces, je sais plus, je crois que pour la Voix des Maîtres. Et c'est Yves qui tient cette librairie-là. Et je l'ai rencontré il y a quelques semaines de cela. Et il est question que je fasse une dédicace là-bas aussi. Et au Grand Cercle et à Saint-Gratien. Donc, la bonne nouvelle de ce soir, c'est que c'est la librairie du Forum, c'est ça? Ben, je sais plus. C'est le Forum. Voilà, c'est le Forum, ouais. Bon, cette librairie qui était fermée depuis un certain temps. Ouais, elle avait déposé le bilan. Ouais, elle ouvre demain à 10h. Qu'elle est bonne, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ça, voilà. Et elle a été rachetée, en fait. Elle a été rachetée par le Grand Cercle Majuscule qui en a fait une librairie. Mais pas uniquement, il y a toutes sortes d'autres choses. Je sais pas c'est pas grave, en tous les cas, vous pourrez. Il y a des livres, en tout cas. Il y aura peut-être des dédicaces. Il y aura des dédicaces là-bas, absolument. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Joël. Un mot pour terminer l'émission. Bah, j'ai été
très heureux et très surpris à la fois que tu m'invites, parce que c'est tout à fait inattendu. Ouais, c'était un petit peu au pied levé, et je pense que tout ce qui s'inscrit dans ce qui est au pied levé, ça va vraiment dans le sens de la vie, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas préparé, on n'a pas prévu. Moi, j'aime quand c'est pas prévu. Une bonne nouvelle, la librairie de Saint-Gratien ouvre demain, et on envoie tous une pensée d'amour à Alain Durand, Oui. qui aurait dû être avec nous ce soir. Merci à toi. Merci. Rémi Merci. Madar, merci beaucoup.